Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, Bitcoin, Ether, les altcoins, on verra tout ça en détail et je vous partagerai surtout mes plans, ce que je fais, ce que j'en pense du marché, puisque ça bouge, ça a bien bougé aujourd'hui. On a eu pas mal de volatilité et il y a pas mal de choses à dire. On a un marché qui a bien haussé, hein, et depuis qu'on a eu ce piège qui a piégé pas mal de monde avec cette prise de liquidité, réintégration, on voit on a eu très peu de dips et tous les petits dips sont rapidement ravalés. On est revenu chercher l'extrémité haute et on a un marché qui partait, hein, pour break le niveau des 99 000 dollars. On voit que moi j'attendais personnellement la clôture H4 pour potentiellement me positionner sur ce break, sauf qu'on a eu ici une annonce assez négative, hein, sur Bybit qui se fait hack de 1,4 milliard de dollars. Donc automatiquement au moment de la sortie de l'annonce, on voit qu'on a un marché qui a bien dégringolé, en plus avec un marché US qui était plutôt baissier au moment de l'ouverture. Donc voilà, ça n'a pas arrangé le marché d'avoir en plus un hack de Bybit. Maintenant c'est comme ça. Le plus important, c'est pas spécialement de se demander à l'instant T pourquoi ça baisse, parce que la raison, qu'on la connaisse ou pas, dans tous les cas, le marché y baisse. Donc le pourquoi, c'est secondaire. C'est la question qu'on va se poser peut-être 2-3 heures après sa séance de trading, avoir pris des décisions. Mais à l'instant même, quand le marché y baisse, ça sert à rien de chercher partout du pourquoi. Le plus important, c'est prendre une décision avec ce qu'est en train de faire le marché. Et la décision, ça peut être ne rien faire, mais au moins savoir ce qu'on fait, avoir un plan. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend, ou est-ce qu'on fait rien? Mais commencer à se demander pourquoi ça baisse, à paniquer, pour moi ça c'est quelque chose qui est secondaire, que je me pose, que je regarde, et je le vois de toute façon sur Twitter, hein, parce que ici dans le groupe Discord on a des news Twitter qui viennent alimenter le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit en cliquant sur le premier lien en description, et on a comme ça des news crypto ou des news économiques qui sont très intéressantes, qu'on a tout simplement en temps réel, qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe autour de l'écosystème crypto. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin? On est revenu chercher l'extrémité haute. On a ici, si je mets mon volume profile, on voit que on allait passer au-dessus la value area high, au-dessus de ce niveau-là des 98 300 dollars. Et moi, vraiment, ce que je surveillais, c'était la clôture H4. C'est-à-dire que si on avait une clôture H4 qui clôturait au-dessus de cette value area high et qu'on avait de l'acceptation, parce que là, on pourrait parler de petits breaks ici, hein, mais c'est vraiment léger. Moi, ce que je veux, c'est de l'acceptation. Si on avait vraiment une clôture à 99 400, 500 dollars, je serais rentré en longue à ce niveau-là avec une zone d'invalidation qui est claire en dessous mon niveau des 98 000 dollars, sous la value area high, et j'avais comme objectif de venir targeter cette zone de résistance avec un TP partiel ici, et ensuite d'avoir un TP partiel ou total en fonction de comment le marché évolue sur la borne haute. Le problème, c'est on n'a pas eu cette clôture, et c'est pour ça que j'attends toujours d'avoir des clôtures avant de rentrer en position. Ça nous évite certaines surprises comme on a pu en avoir une avec ici. Alors l'annonce n'est pas prédictible, on peut pas anticiper ce genre de choses, mais voilà, le fait d'avoir un plan qui me dit d'attendre les clôtures, ça me permet d'éviter de prendre comme ça un mauvais trade où certains auraient pu être piégés. Alors certains vont me dire oui, mais en 1 heure ça break. Ok, pas de souci, on peut dire que en 1 heure on est passé au-dessus de la value area high, sauf que moi, au vu la phase de latéralisation qui existe maintenant depuis début février, on est plutôt sur un range 4 heures, voire même un range 12 heures daily que un range 1 heure. Donc je préfère prendre des décisions sur les unités de temps supérieures. Et rappelez-vous que l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Une structure, une pattern, quelque chose qui se passe sur du 4 heures daily a beaucoup plus d'importance que quelque chose qui se passe sur du 1 minute. Et ouais, comme je l'ai dit, mon plan il était très simple, c'était d'avoir une zone d'invalidation sous les 98 000 dollars. Et mon plan n'est pas spécialement mort, c'est-à-dire que si on retourne ici, chercher ces 99 500 dollars, on commence à s'installer au-dessus, je peux très bien prendre ici un long avec toujours une zone d'invalidation au niveau des 98 000 dollars. Pourquoi? Parce que le niveau des 98 000 dollars, c'est tout simplement un niveau clé, hein, c'est ce niveau de support, qui fait maintenant office de support tant qu'on évolue au-dessus, hein, mais là si on commence à clôture en dessous, il fera office de résistance, c'est notre value area high, c'est la réintégration de cette phase de latéralisation. Si on commence à sortir d'un range par le haut, on ne veut pas le réintégrer. Moi, si on fait ça, je préfère couper parce qu'on aura de grandes chances de revenir chercher l'extrémité basse. Maintenant, on a pour le moment une réaction qui est quand même baissière sur l'extrémité haute. Certains peuvent prendre des shorts. Moi, j'ai pas spécialement de setup de short qui s'est enclenché. J'aurais pu avoir un setup de short si vraiment on aurait eu ici une bonne clôture sous ce niveau-là. Clôturer ici, avoir un pullback ici, j'aurais pu prendre ici un short. Sauf qu'on a eu quand même au moment de l'annonce, on a eu une baisse, sauf qu'on a quand même une bonne réaction acheteuse sur cette zone-là, 97 000 dollars, 97 500 dollars. On voit bien qu'on a une mèche
qui représente 50% de la bougie. Ça nous montre qu'on a quand même une réaction acheteuse. Je dis pas qu'on ne peut plus y retourner. Je dis juste que j'aurais préféré ici avoir une meilleure confirmation, une clôture H4 par exemple sous ce creux-là, avoir une bonne réintégration, avoir un meilleur ravalement. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai dit en plus dans le Discord, j'ai dit, si on clôture 97 000 $ par là, ça sera vraiment pas bon. Pourquoi? Parce qu'on aura une pattern que moi j'aime bien trader. C'est une pattern très puissante qui, en général, nous donne un bon risk-reward et un bon taux de réussite. C'est quand on a comme ça un range avec de la liquidité à venir chercher, chose qu'on avait ici, on avait de la liquidité. On a eu ici une prise de liquidité, réintégration, et quand on a en plus de ça un ravalement baissier, c'est un signal qui est très bearish ou bullish en fonction du sens qu'on l'a. Si je prends un exemple qui me vient en tête, est-ce que je peux en avoir un qui a été fait récemment? Ouais, ça c'est le genre de petite pattern là où on a ici tentative de break par le haut, hop sur cette bougie là, tentative de break par le haut, réaction, prise de liquidité, on piège des acheteurs, réaction vendeuse, on réintègre et on ravale les deux précédentes bougies. Mais on a des clôtures qui sont plus intéressantes. En daily, on en avait fait une sur le Bitcoin, je pense que je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. C'est-à-dire que là, on a ici une tentative de break par le haut, échec total des acheteurs, réintégration. Donc on est sur une bougie daily ici, on réintègre et on clôture sous la précédente bougie. Ça, voilà, c'est des signaux que j'aime bien trader. Ça peut être sur différentes unités de temps. Vous voyez, pareil là en daily. Tentative de break par le haut, rejet et on clôture plus bas. Et ça, en général, c'est des signaux qui sont clairement bearish ou bullish en fonction, bien sûr, de si on a un ravalement haussier ou un ravalement baissier. Le problème de là, c'est que on a ici une réaction acheteuse. Comme je dis, si on avait clôturé ici, j'aurais pu prendre des shorts pour revisiter l'extrémité basse. Le problème, c'est qu'on a eu cette réaction acheteuse. Donc au final, je n'ai pas de plan qui s'est exécuté de mon côté, mais comme je l'ai dit, j'ai toujours un plan acheteur. Si on commence à revenir chercher au-dessus des 99 000 $, et dans ce cas-là, je pourrais chercher ici un long avec une zone d'invalidation si on clôture en 4 heures daily sous les 98 000 $, pour revisiter ici les 100 500 $. Moi, c'est le scénario que je surveille. Quand je dis que j'ai un scénario que je surveille, c'est pas que c'est un scénario qui va se réaliser à 100%. C'est si le marché me propose ça, alors je rentrerai en position, je respecterai mon plan et j'aurai bien sûr un risque qui sera déterminé parce que chaque trade doit être associé à un bon risque. Donc qu'est-ce que j'appelle un risque? C'est combien je suis prêt à perdre. Si j'ai un capital, admettons, de 10 000 $, et moi j'établis un risque. Si je risque 1% sur ce trade-là, ça veut dire que si mon stop loss se fait déclencher, si j'invalide mon trade, et ben je perds ici 100 $, puisque je perds 1% de 10 000 $. Et ça, bien sûr, j'ajuste en fonction de mon capital. Je vous recommande de ne jamais dépasser 1% de risque par trade. Ça n'a pas d'utilité sur du long terme. Vous allez prendre beaucoup trop de risques comparé à ce que ça va vous apporter. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui prennent des trades avec 10-15% de risque. Super, c'est sûr que quand ils gagnent beaucoup, parce que plus vous prenez un risque important, plus vous avez une taille de position qui est importante et plus vous avez un retour sur investissement plus important. Le problème, c'est quand vous perdez 2-3 trades et que vous voyez votre capital se diviser par deux, émotionnellement parlant, c'est dur à gérer. Donc voilà, globalement, mon plan sur le Bitcoin. Maintenant, typiquement, après une réaction vendeuse comme ça sur une extrémité haute, on peut revenir chercher l'extrémité basse. Mais comme je dis, j'ai pas pris de short parce que on a quand même une réaction acheteuse. Si je regarde comme ça les moyennes mobiles, on est dans le tunnel 15 minutes. Et le tunnel 4 heures qu'on a flip en support. C'est un niveau qui doit tenir, c'est pour ça que j'avais ma zone d'invalidation, c'était mon scénario au cas où on break à la hausse, 98 000 $, parce que c'est un niveau où on doit le voir tenir. C'est-à-dire que même là, si on commence à s'affranchir et on passe sous les 98 000 $, on passe sous le tunnel 15 minutes, sous le tunnel 4 heures, on a le tunnel 1 heure vers les 97 000 $, puis après, c'est notre extrémité basse. Donc voilà, sur Bitcoin, soit vous tradez comme d'habitude un range, soit vous attendez d'avoir des breakouts pour jouer la continuation de tendance. Pour le moment, on est toujours bloqué entre deux bornes. Et pourtant, il y avait des signaux qui étaient encourageants hier, je l'ai partagé dans le Discord. Si je regarde l'order flow ici, c'est intéressant ce qu'on a fait. Et on a ici des signaux typiques de break, c'est quand on a comme ça une montée des prix, on s'approche ici d'un niveau de résistance, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un funding qui est tout simplement en train de baisser. Le funding, c'est ce qui permet de maintenir une corrélation entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous spéculez avec des effets de levier, vous êtes sur le contrat perpétuel, et c'est pas le même contrat que le contrat spot. Le contrat spot, c'est quand vous achetez une crypto et vous la détenez réellement. Et
quand vous avez comme ça un contrat perpétuel, le but des exchanges, c'est de maintenir ce prix du contrat perpétuel le plus proche du prix du contrat spot. Maintenant, il peut y avoir des décorrélations, parce qu'en fonction de la demande et l'offre sur chacun de ces contrats-là, il va y avoir des écarts de prix. Si je regarde actuellement, on a des écarts de prix entre le contrat perpétuel de Binance, c'est lui je crois, s'il veut bien s'afficher, ouais, qui a 98 100 $, et le contrat spot qui a 98 130 $. Vous voyez qu'il y a un écart. Le but du funding, c'est de maintenir un prix comme ça, assez proche entre les deux. Quand on a un funding qui est positif, comme on voit ici, c'est-à-dire que c'est les acheteurs qui payent des frais aux shorteurs. Quand vous spéculez sur des contrats perpétuels comme ça, sur les contrats perpétuels avec des effets de levier, tous les 8 heures, vous allez payer des frais. Ou on va vous payer des frais. Ça dépend si les fundings sont positifs ou négatifs, c'est-à-dire dans le rouge. Quand vous avez un funding qui est positif, c'est les acheteurs qui payent des frais aux shorters, et quand vous avez un funding qui est négatif, c'est les shorters qui payent des frais aux acheteurs, aux longs. Et ça nous permet de voir si on est plutôt dans une dynamique où il va y avoir plus d'acheteurs ou plus de vendeurs. Globalement, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et quand on a comme ça un marché qui est en hausse, avec un funding qui décline, donc en décroissance, et on arrive carrément sur un funding négatif, ça nous montre que il n'y a pas spécialement de gens qui FOMO, il n'y a pas spécialement de gens qui croient à ce mouvement-là, et carrément, on est potentiellement en train d'avoir des shorters qui luttent contre ce mouvement. Et c'est ce qu'on veut voir, parce qu'on est dans une dynamique haussière, on accumule des shorts, c'est-à-dire qu'on accumule de la liquidité qui se crée au-dessus. Et cette liquidité, si on vient la chercher, on peut liquider du monde, hein, comme il y a eu ici, vous voyez, hop, ici on a une phase de liquidation, un pic de liquidation, et ça c'est clairement ce qu'on veut voir. Ça peut être une data que vous pouvez surveiller, qu'on s'approche d'un niveau, voir si on a des chances de le casser, c'est quand vous avez sur un niveau de résistance, un funding comme ça, qui est en train de baisser avec une hausse du prix. Ça c'est clairement intéressant, parce que quand on a un funding qui est fortement positif, ça nous indique qu'on a pas mal de longues en général. On voit que sur des phases de sommet, on a souvent un funding qui est extrêmement positif. On voit ici, quand on a posé un top en décembre, hop, déjà à 100 000, 106 000 $, on avait des fundings qui étaient plutôt positifs. Pareil ici, le top de mars 2024, on voit bien funding fortement positif sur les niveaux les plus hauts. Si je reprends le précédent bull market, voilà, on voit pareil, on avait des fundings fortement positifs. Et pareil, les fundings négatifs nous indiquent qu'on a des chances de poser un bottom. C'est pas sûr à 100%, mais en général, un funding négatif, on a des probabilités de poser un bottom. Voilà, c'est l'interprétation que vous pouvez faire sans rentrer encore plus dans les détails. Voilà, vous avez globalement mon plan sur le Bitcoin. Alors, on va passer sur Ether. Ether, pareil, c'était vraiment intéressant ce qu'il était en train de faire avant qu'on ait cette annonce-là. Si je prends ici un volume profile, hop, voilà, de la même manière, vous voyez que on a eu une tentative de cassure, beaucoup trop légère, hein, pareil, on a une mèche qui représente 50% de la bougie, c'est beaucoup trop timide. On a eu ici une tentative, pareil, de break par le haut, ravalement baissier. On retourne chercher le poke, on est revenu chercher notre milieu de range. Donc actuellement sur Ether, on est toujours bloqué entre deux bornes et c'est toujours pareil, un range, tant qu'il n'est pas cassé, la meilleure chose à faire, c'est partir du principe que l'extrémité haute, la zone de résistance, va tenir. Et du coup, on cherche plutôt des shorts. Moi, je peux chercher des longues. À quel moment? Comme je vous l'ai montré sur le Bitcoin, au moment où on a un break, au moment où on a de l'installation. C'est-à-dire que si on commence à passer les 2850 $, 2900 $ sur Ether, oui, je peux très bien chercher un long à ce niveau-là, avec une zone d'invalidation au niveau de la réintégration du range, et viser 2000 $, 3000 $. Ça, après, c'est à vous de déterminer vos TP. Mais tant qu'on n'est pas passé au-dessus d'un niveau de résistance, c'est toujours un niveau de résistance. Partez toujours du principe qui va tenir. Maintenant, on commence à être sur un range qui est mature. On voit qu'on a le tunnel 4 heures qui fait maintenant office de résistance. Voilà. Mais on traite ce range-là sur Ether de la même manière que les précédentes journées. Pas grand chose à dire de plus de mon côté sur Ether. Si on regarde les altcoins, on a quelques altcoins qui sortent du lot, on a Polkadot, on a WIF, on a ING, mais c'est assez léger, on n'a pas encore de grosses cryptos qui performent super bien. On a Tao et Tia, on peut regarder les charts juste après, mais on n'a pas non plus des cryptos qui sortent fortement du lot et qui vont réaliser une performance de ouf au point où on pourrait faire de la continuation de tendance. C'est assez calme pour le moment sur les altcoins. Tao, j'en avais parlé dans tous les cas, c'était pas mal ce qu'il était en train de nous faire, c'est toujours bien ce qu'il est en train de nous faire, puisque là, il nous a structuré une pattern de retournement qui est très bien visible. À ce niveau-là, on a eu le break de cette pattern de retournement, et pour le moment, on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ici, je trace ma ligne de coup, on voit que pour le moment, on l'a pullback.
on l'a pullback, cette ligne de coup, on a eu un premier rejet. Une ligne de coup, c'est un niveau qui peut être très intéressant pour chercher des achats et viser une continuation, parce que typiquement, quand on a comme ça une dynamique qui est baissière, lorsqu'on propose une pattern de retournement, c'est assez souvent qu'on vient reteste la ligne de coup de cette pattern de retournement, et c'est un niveau qui doit faire office de support avant d'entamer une dynamique haussière. Si on commence à la réintégrer, ça peut être un premier signal d'invalidation, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, ok, on réintègre une ligne de coup, je préfère clôturer une partie de mon exposition, et quand on commence à casser vraiment la structure, là, c'est un signal encore plus puissant pour se dire, ok, méfiance pour la suite, parce que on a une structure qui n'a pas tenu. Ça arrive de réintégrer des lignes de coup pour faire à nouveau un creux plus haut, mais en général, ce qu'on veut pas voir, c'est casser les creux d'une pattern de retournement. Donc Tao, pour le moment, la charte, elle est plutôt pas mal. TIA également, c'est une crypto qui est forte, on l'a vu, et de la même manière que sur Tao, on a ici une pattern de retournement. Maintenant, ça dépend comment vous voulez vous positionner. Vous voyez quelqu'un qui me dit ouais, je veux faire de l'investissement long terme sur TIA, moi je dirais patiente. Pourquoi patiente? Parce que si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est dans le 4 heures, on a le tunnel daily qui fait office de résistance, voilà, le 4 heures qui fait office de résistance depuis un moment. Voilà, regarde la charte comme ça en weekly, on a ici, on casse une structure assez importante, bon, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc la meilleure chose, c'est d'attendre qu'on structure une pattern de retournement. Je sais pas si elle va avoir lieu ici, je sais pas si elle va avoir lieu ici, j'en ai aucune idée, mais vaut mieux patienter. Maintenant, quand je regarde en daily, ouais, on a des premiers signaux qui sont encourageants, vu qu'on sort de cette phase de latéralisation par le haut, ça a l'air de tenir. Quelqu'un qui veut trader ici un bottom de marché, bah, il cherche une entrée globalement au moment du break, il peut avoir une zone d'invalidation, comme j'ai dit, soit au moment de la réintégration, si on repasse sous la ligne de coup, soit au niveau du bas de notre structure. Et si vous avez du mal, vous pouvez tout simplement mettre un volume profile. Alors ça dépend du range, comment il va être déterminé, hein. Mais voilà, vous pouvez vous dire, ok, si on réintègre la value area high de mon volume profile ici, et ben je me barre, parce qu'on réintègre un range, et typiquement quand on a comme ça un break et de l'acceptation dessus, on doit le tenir, on peut repartir, mais on ne doit absolument pas le réintégrer. Et une confirmation ultime, bien sûr, ça serait sortir de la value area low, c'est-à-dire qu'on s'installe sous le bas de range. Donc voilà, ça c'est des cryptos qui performent un peu, un Tao, TIA, il y en a pas énormément. En ce moment, on avait Home, que je vous avais montré, qui, elle, sortait vraiment du lot, et a fait toujours la même chose. Elle, c'est toujours systématique, c'est un range, on break. Un range, on break. Un range, on break. Et même là, c'est la même chose, on range à nouveau, et on est prêt, potentiellement, à break. J'en ai aucune idée, mais, typiquement, un range précédé par une dynamique haussière a plus de chances de break par l'eau. Et Home a fait toujours la même chose. On range, on break. Alors c'est pas une bonne zone pour de l'investissement long terme, on est beaucoup trop, mais pour de la continuation de tendance, oui, c'est tout à fait possible, avec pareil une zone d'invalidation si on commence à s'installer sous le range. On commence à clôturer en daily sous les $7, bah là c'est qu'on pourrait être sur une baisse beaucoup plus importante. Un retracement, voilà, beaucoup plus important. Mais pour moi, la charte, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Alors vous m'avez demandé d'analyser certaines altcoins. J'ai Chainlink. Moi je l'ai analysé il y a pas longtemps, mais Chainlink, je vous avais dit clairement que on est passé sous un niveau important. D'ailleurs, je peux changer ici la couleur. On était sur un niveau de support, on voit qu'il tenait. On est repassé en dessous. On a ici des creux des sommets de plus en plus bas, on le voit bien. Tac, 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 tac. Et un signal bullish sur Chainlink, ça serait de repasser au-dessus des $20. On repasse au-dessus des $20, c'est un signal bullish et on pourrait aller dans ce cas-là chercher les $30. On aurait ici en plus une bonne pattern en daily 3 jours, c'est ce qui nous manque. Pour le moment, tant qu'on repasse pas au-dessus, pour moi, il y a plus de chances de revenir chercher l'extrémité basse vers les $14. Donc ça vous permet d'avoir des polarités, des niveaux qui sont simples et qui vous permettent d'avoir tout simplement un biais et d'avoir un plan d'action qui est clair. Vous voyez, sur Chainlink, ici, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien à faire parce qu'on est entre les deux bornes. On revient chercher l'extrémité basse, j'ai une pattern de retournement, je peux chercher des achats. On réintègre ici, je peux chercher également des achats. Et toujours avec une zone d'invalidation. Si je cherche des achats ici, ma zone d'invalidation, elle est sous la structure, elle est si on repasse sous ce niveau de support. Si j'ai une réintégration, je ne veux pas réintégrer à nouveau. Ça me permet d'avoir des zones d'invalidation. Et c'est la première chose que vous devez faire. Quand vous avez comme ça un scénario, la première chose c'est, ok, j'ai mon scénario, je sais ce que le marché peut faire potentiellement. Enfin, c'est pas je sais ce qu'il va faire, c'est je sais ce que je veux voir pour rentrer en position, parce que je ne sais pas si le marché va faire ça. Par contre, je sais que ce que je veux voir pour rentrer en position, c'est ça. Mais c'est pas pour ça que le marché va le faire. Mais le plus important, c'est je sais où j'invalide mon trade, où j'invalide mon scénario. Ça, c'est la chose la plus importante. Si vous n'avez pas de zone d'invalidation en trading, c'est là où vous allez prendre un trade, comme ça. Hop. Vous allez prendre votre trade ici.
vous n'avez pas de zone d'invalidation, donc vous savez pas où mettre votre stop loss, et le marché va faire ça. Et vous allez dire, ouais, bah j'invalide pas pour le moment, mon trade est toujours bon, et le marché va faire ça. Ouais, non, mais c'est bon, et le marché va faire ça. Après là, vous allez vous dire, bon, c'était un trade sur du moyen terme, bon, au final, allez, Chainlink, ça va être de l'investissement long terme, et vous allez transformer une position court terme en une position long terme. Ça, vous êtes nombreux à le faire. Et moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, quand j'ai tradé au début, j'ai déjà transformé des positions que je voulais tenir quelques jours, en quelques semaines, quelques mois, parce que je refusais à les clôturer. Et ça, franchement, posez-vous combien de personnes vous avez fait cette erreur-là de transformer une position court terme en une position long terme. Je sais que vous êtes beaucoup, ça fait partie de l'apprentissage, mais ça, c'est ne pas avoir une zone d'invalidation qui est définie, et ça entraîne comme ça une immobilisation du capital et potentiellement une perte beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu initialement. Et je vais terminer par ici Hype. Alors, Hype, globalement, on est toujours dans un range. Moi, je reste assez bullish sur le projet, il y a une bonne demande, c'est un bon projet qui a du potentiel. Maintenant, d'un point de vue technique, on est toujours bloqué entre deux bornes, avec quand même une pression acheteuse qui est là, vu qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus haut, mais l'idéal, ça serait vraiment d'avoir de l'installation au-dessus des 27, 28 dollars. Si on commence à break par le haut, là, on aurait la confirmation comme quoi on sort de ce range par le haut. On peut mettre déjà des extensions de Fibo. Hop. Alors, inverser. On peut mettre des extensions de Fibo, ça nous donnera une target entre les 118 et les 100% d'extension. Cette zone-là, 34, 38 dollars, ça peut être une bonne zone pour chercher la prise de profit. Parce que typiquement, ça c'est une zone de prise de profit théorique où les acheteurs qui jouent la cassure de ce range-là auront ici une zone de prise de profit. C'est-à-dire que on peut s'attendre à de la prise de profit acheteur, et un acheteur qui prend des profits, c'est tout simplement un vendeur. Et on peut avoir un marché qui latéralise, après avoir si on a toujours une demande qui reste importante, même sur un niveau de résistance. Ça, on peut pas l'anticiper à l'avance, mais dans tous les cas ici, c'est une bonne zone pour prendre des profits. J'ai pas grand chose à ajouter. Je vous ferai une update bien sûr demain. J'attends de voir également la clôture daily, comment on clôture. Ça serait bien de vraiment, si en fin de soirée on pourrait avoir un marché qui réagit et qu'on revient chercher au-dessus des 98 500, 99 000 dollars, ça serait plutôt encourageant. Parce que sinon, pour le moment, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est on a une réaction vendeuse sur une extrémité haute. Et en général, si vous êtes bullish, c'est pas spécialement ce que vous voulez voir, et on aurait plus de chances de revenir chercher l'extrémité basse. C'est pour ça, je vous le dis depuis un moment, c'est 50-50. Et j'ai vu des petits commentaires qui limite se moquaient de moi dans ma dernière vidéo, qui me disaient c'est simple, c'est soit ça baisse, soit ça monte. Le problème, c'est que souvent, quand vous tradez, quand vous investissez, et surtout quand vous investissez, vous vous dites, ok, c'est sûr à 100% ça monte, c'est sûr à 100% ça baisse. Et ça a été mon cas, ou alors pas spécialement à 100%, mais j'ai eu de fortes convictions 2023-2024. Et vous pouvez vérifier mes anciennes vidéos, vous pouvez vérifier des messages dans le Discord. J'étais le premier à vous dire, je reste bullish, je suis optimiste, etc., etc. Je vous l'ai longtemps dit. Maintenant, il y a des phases où, oui, c'est plus difficile que d'autres. Et il y a des phases où je peux pas vous dire, oui, c'est sûr à 100% qu'on part en bull market, c'est sûr à 100% qu'on va à 120 000 dollars. Non. Et il y a des phases où oui, c'est des phases de pause, de latéralisation, où on est plutôt sur un 50-50. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils cherchent à savoir, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Moi, je ne cherche pas à savoir si ça va monter ou si ça va baisser. Je cherche à ajuster mon risque et à ajuster mon exposition en crypto en fonction des probabilités que j'ai déterminées. Et oui, il y a des phases où c'est 50-50. Mais est-ce que du coup, ces phases-là où c'est 50-50, je dois me dire, non, c'est pas possible que ça soit 50-50, faut absolument que je trouve un 100-0. Non, je m'adapte au marché. C'est pas le marché qui s'adapte à moi. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument le comprendre. Donc ça sert à rien de rigoler parce que j'ai dit c'est 50-50, alors que je suis là, comparé à ce qu'il y a sur YouTube, je pense que je me mouille assez souvent entre ce que je fais, entre ce que je pense du marché, je le dis assez souvent. Je commence pas à vous dire, oui, tiens, le marché va faire ça ou ça ou ça. Voilà, je suis assez transparent avec vous là-dessus, et ça continuera, parce que je dis clairement ce que je fais, je peux me tromper, je continuerai à me tromper dans le futur. Ce qui compte, c'est combien je gagne quand j'ai raison, combien je perds quand j'ai tort, et d'afficher comme ça un résultat rentable sur le long terme. Mais oui, je continuerai d'avoir tort, parce que c'est le trading, on ne peut pas avoir 100% raison. J'ai terminé avec ça, je vous invite à rejoindre le Discord si vous n'êtes pas dedans, que ce soit pour les news crypto, que ce soit pour échanger avec ici une communauté très active qui discute bien, il y a pas mal de choses très intéressantes, c'est entièrement gratuit, vous pouvez rejoindre le groupe en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.